Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi d'être à nouveau ici. Je garde un excellent souvenir de l'année dernière, effectivement, de nos échanges à propos d'Épicure et puis de ce que ça avait suscité. Il se trouve que je connais en fait mieux le bouddhisme qu'Épicure. Je, donc je suis particulièrement content de m'être replongé dans mes anciennes amours pour faire cette conférence ce soir. J'ai prévu un programme assez chargé, je dois vous le dire, donc il n'est pas impossible qu'il faille à un moment s'arrêter. C'est pas grave, il y aura l'occasion de dire des choses dans nos échanges après la conférence. Je vais essayer, dans la mesure du possible, d'aller directement au cœur de notre problématique et de ne pas la lâcher. Pour ça, il me semble que la meilleure option, c'est de partir du titre. Voyez le titre que j'ai inscrit au tableau, qui est une espèce de paraphrase de ce qui avait été annoncé et qui est système du bouddhisme tibétain. J'ai ajouté entre parenthèses sous l'angle des pratiques, parce que c'est bien le regard un petit peu particulier qui est porté sur les systèmes de pensée cette année. Et je vais en fait parcourir de manière assez progressive l'ensemble de ces termes en démarrant par la notion de système, parce que c'est tout sauf évident que le bouddhisme doit être vu comme un système. Comment est-ce qu'on pourrait considérer que le coup de bâton du maître zen sur la tête de son disciple, ou que le satori par l'alcool chez les Japonais, comment est-ce que tout ça pourrait être considéré comme un système ? Pourtant, je vais essayer de vous montrer que, à côté de ces pratiques qu'on pourrait dire un petit peu sauvages, il y a une pensée qui se veut systématique. Et une pensée qui se veut systématique et qui inclut, ou qui permet d'intégrer un imaginaire. Il va être question d'imaginaire et de confrontation d'imaginaire aujourd'hui, parce que ce sont ces imaginaires qui donnent un sens aux pratiques que l'on va adopter. Vous pouvez faire une pratique qui est techniquement la même, je sais pas, un exercice de respiration. Vous voyez, on pourrait, d'un point de vue extérieur, simplement décrire ça, et il se trouverait qu'on pourrait dire que un moine du mont Athos fait la même chose qu'un ermite dans sa caverne au Tibet. Vous voyez, d'un point de vue extérieur, peu de choses distinguent la pratique. Par contre, le cadre dans lequel cette pratique s'insère et la systématisation de ce cadre fondent vraiment la spécificité des doctrines en présence. C'est ce que je vais essayer de pointer ici. Alors, un système. En gros, on pourrait dire qu'un système, c'est une structure en laquelle les différentes notions ou les différentes idées renvoient les unes aux autres de manière harmonieuse. Vous avez une idée, si cette idée appartient à un système, vous pouvez déplier tout le contenu implicite de cette idée et vous retrouverez les autres idées exprimées dans ce système. Donc vous voyez, c'est une espèce d'exigence très très forte de cohérence et de rationalité. Alors on pourrait se dire, mais pourquoi est-ce qu'on voudrait faire un système ? Et déjà parce que c'est difficile d'accepter que quelque chose comme la vérité, j'utilise ce grand mot, mais on ne peut pas le lâcher quand même, parce que sinon on lâche tout, quoi. Que quelque chose comme la vérité soit irrationnelle, soit contradictoire, soit non harmonieuse. Vous voyez, c'est une position qui est quand même malaisée, quoi. On ne se sent pas bien avec cette idée-là. Et d'ailleurs, si on lâchait l'idée que la vérité est d'une certaine manière systématique, on ouvre directement cette boîte de Pandore qui inclut, ou qui accepte une multitude de vérités. Mais alors on pourrait se poser la question, est-ce que le mot même de vérité a un sens ? Vous voyez ? Est-ce que lâcher la systématicité de la vérité ne nous conduit pas d'emblée vers une forme de relativisme où tout se vaut, quoi ? Donc ça, ce serait une des premières raisons pour lesquelles on voudrait faire un système. Deuxième raison, c'est que, en fait, quand on a un système, déjà, on comprend beaucoup mieux ce qu'on dit,
Parce qu'on est capable de définir les mots, les termes, les notions, les idées qu'on utilise. Et être capable de les définir, c'est important, parce que si on n'est pas capable de faire ça, ça veut dire qu'on ne sait pas ce qu'on dit. Et si on ne sait pas ce qu'on dit, très peu de chances qu'on soit convaincant. Et très peu de chances aussi que ce qu'on dit ait une quelconque chance d'avoir un effet pratique dans le monde, sur autrui ou sur le monde en général. Donc on se comprend mieux soi-même, et aussi, une fois qu'on est en possession de ce système-là, qu'il se démontre lui-même d'une certaine façon, on est beaucoup mieux armé, en fait on a l'arme ultime, pour répondre aux attaques quant à notre position. Parce que, en fin de compte, un système, ce qu'il doit faire, c'est intégrer les autres positions. Ici, on parlera des positions des Jains, des positions des Brahmanes, des positions des différents bouddhistes aussi, mais on voit que chacun d'entre eux essaye d'inclure les positions des autres dans leur propre système en indiquant, et ça c'est vraiment une nuance qui est très importante à garder, en indiquant en quoi les positions des autres sont partielles, elles ne recouvrent qu'une partie de la vérité, et en quoi aussi elles sont partiales. Elles sombrent dans l'erreur dès lors qu'elles essayent de s'élever au rang d'absolu. Elles ne font qu'en fait élever un intérêt particulier d'un penseur au rang d'absolu, et là, ça ne va pas pour un partisan pour le partisan du système qui a prétendu être démontré. Alors, en fait, cette définition très générale implique, équivaut tant pour le bouddhisme, enfin vous voyez, c'est juste une réflexion sur l'idée de système, quoi, implique une triple exigence que je vais nommer comme suit, une exigence de consistance, excusez-moi. En fait, c'est, d'un point de vue logique, il ne faut pas de contradiction, quoi. Un système qui contiendrait une contradiction serait un système qui serait amené à s'effondrer à un moment ou l'autre. Il faut, je l'ai dit, une forme de cohérence. Donc, en gros, vous avez une notion, et implicitement, cette notion, si vous la déployez, elle doit intégrer toutes les autres. Et une autre exigence qui est quand même, elle également très importante, c'est l'idée d'adéquation. Pourquoi je dis que c'est important? Parce qu'on pourrait imaginer, vous voyez, un système qui est vachement bien ficelé, vachement bien foutu, qui tient, mais en fait, il parle de rien. Il ne parle de rien de réel, vous voyez, il ne s'enracine pas dans le monde extérieur. Ce système-là ne servirait à rien. Et même, il serait amené, tôt ou tard, à être contredit peut-être par le réel. Donc, l'idée même de système nous oblige à tenir ces trois exigences. Ce que je vais faire maintenant, c'est vous indiquer en quoi, dans le bouddhisme, j'en arrive au mot suivant, dans le bouddhisme, ces exigences-là, ces principes généraux et abstraits tels que je les ai indiqués ici, ils se déploient d'une manière particulière. Ils sont toujours là, mais ils ont été exprimés d'une autre façon. Alors, la consistance, c'est la même. La logique est la logique. Vous voyez, enfin, voilà, c'est comme ça. Par contre, l'idée de cohérence, donc une cohérence entre les notions développées, prend une forme particulière. Par quoi j'entends qu'elle est obligée de faire coexister trois axiomes. C'est l'espèce de cadre conceptuel que le bouddhisme se donne et dans lequel il va ferrailler. Ces trois axiomes sont les suivants. Chacun est le fruit de ses actions. Axiome numéro 1, il est très connu, c'est ce qu'on appelle le karman. Vous voyez ? Chacun est le fruit de ses actions. Ça vient de la racine kar, en sanskrit, qui veut dire agir.
Deuxième axiome, lorsqu'on est pris dans nos actions qui nous créent et que nous créons, enfin vous voyez, c'est une forme de cycle, lorsqu'on est pris dans ce cycle karmique, eh bien on souffre. C'est la souffrance, le mal-être. Et troisième axiome, pour ceux qui connaissent le bouddhisme, vous voyez que j'exprime d'une manière un petit peu différente ce qu'on appelle habituellement les 4 vérités ou les 4 nobles vérités. Troisième axiome, c'est qu'il est possible de briser cette logique de la rétribution karmique. C'est possible que ce cycle, à un moment, cette espèce de roue infernale, c'est comme un hamster qui court et puis qui alimente lui-même le mouvement qu'il entraîne, et c'est ce qu'on a brisé, ce cycle-là, c'est le nirvana, mais en fait, c'est le salut, c'est une logique du salut. Alors en fait, on voit bien que si on accepte ces 3 axiomes, et si on dit qu'ils coexistent, ils génèrent entre eux une forme de tension. Cette tension, c'est ce qui va alimenter la recherche des nombreux bouddhistes, des nombreux cerveaux ultra brillants que le bouddhisme a pu produire, et qui vont tourner là-dedans en voyant que cette tension, dès qu'on essaie de la régler d'un côté, elle se reporte d'un autre côté, et puis voilà, on ne s'en sort pas. Évidemment, ce n'est pas un problème qu'il y ait une tension. Ça deviendrait un problème si cette tension se transformait en incohérence. Vous voyez, c'est toujours ça le risque. En fait, ces tensions, elles s'exercent même sous la forme de contraintes. Typiquement, on pourrait dire, mais attendez, le karman en lui-même, le fait que nous soyons le produit de nos actions, nous oblige à postuler quelque chose comme une forme de liberté à la base. En fait, même s'il n'y avait pas de liberté initialement postulée, comment même pourrait-on envisager, mettre au point une méthode, ou je veux dire suivre un chemin, pour se libérer? Vous voyez, si on n'est pas libre, il n'y a pas d'idée de conversion à un moment vers quelque chose qui nous permettrait de nous sortir du cycle karmique, et donc on ne s'en sortirait jamais. Il faut aussi une forme de responsabilité, car sans cette responsabilité, comment est-ce qu'on peut justifier cette rétribution karmique? Vous voyez, la liberté ici va avec une certaine conception de la responsabilité, et vous verrez que, par exemple, les bouddhistes et les jains sont tout à fait en désaccord sur ce point-là. On en discutait après. Donc le point, c'est qu'il faut envisager quelque chose comme la libération d'une liberté. Vous voyez, déjà c'est complexe, et il faut savoir quoi faire pour entamer ce processus de libération, étant entendu que dès qu'on fait quelque chose, on alimente le moteur karmique. Donc, qu'est-ce qu'il faut entendre par faire? Est-ce que c'est en faisant les choses qu'on se libère de ce machin-là? Donc voilà le genre de questions qui, instantanément, dès qu'on accepte nos 3 axiomes, se posent. Une autre manière de mobiliser ça, et qui est une manière assez classique, dans le bouddhisme, c'est de mobiliser la triade, la base, le chemin, le fruit. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose à certains, mais donc j'ai dit, c'est une autre manière. Cette triade a permis aux auteurs bouddhistes de faire de l'ordre dans les différents systèmes et de dire certains insistent plus sur la base, d'autres plus sur le chemin, d'autres plus sur le fruit, mais même sans rentrer là-dedans, on peut voir que la tension, elle existe ici aussi. Par exemple, dans la base, qu'est-ce qu'il faut penser dans la base? Il faut penser quelque chose qui comprenne à la fois l'existence caractérisée par le cycle karmique, donc une espèce d'existence où on a une perception inadéquate des choses qui entraîne ce mal-être qui lui-même va générer d'autres situations dans lesquelles on va être pris, etc. Donc il y a ça. Et puis il faut aussi que la base inclue, d'une manière ou d'une autre, la perception adéquate des choses. Vous voyez, quelque chose qu'on trouverait plutôt du côté du fruit. Alors beaucoup d'auteurs, en gros, vont être tentés d'identifier base et fruit.
peut-être les discours que vous avez déjà entendus en disant « mais vous êtes déjà Bouddha éveillé ». Vous voyez, enfin, déjà, il est déjà là, tout est là. Tout est là, il suffit de s'en rendre compte. On en discutera après de ces choses-là. Mais vous voyez que si vous identifiez base et fruit, vous annulez le chemin. Si au contraire, vous êtes très précautionneux sur le chemin, la méthodologie à suivre, les différentes pratiques qu'on va voir et qui suivent une certaine logique, vous risquez alors d'être à jamais pris dans ce chemin sans jamais atteindre quoi que ce soit. C'est-à-dire sans obtenir le fruit issu de vos pratiques. Chez nous, on dit on est pris dans la logique des moyens et on perd la fin. Vous voyez, en gros, tout bêtement, c'est ça. À la limite, ce ne serait pas très grave. On pourrait se dire, mais pas besoin, il suffit de suivre la méthode et on se libère. Et c'est vrai. Ça devient beaucoup plus compliqué quand on essaye de justifier cette méthode. C'est-à-dire quand vous intellectualisez votre pratique, c'est-à-dire quand vous devez expliquer la méthode que vous suivez, vous devez mobiliser la base et le fruit, et alors là, vous refaites face à votre tension initiale. Donc vous voyez, cette exigence de cohérence qui se traduit par ces trois axiomes ou qui se traduit par ces trois termes nous montre quelle est la tension fondatrice, motrice du bouddhisme. Et puis, il y a l'exigence d'adéquation au réel. Et ici, je vais faire une petite distinction. Pour les bouddhistes, il faut que le système, c'est pas tant qu'il faut qu'il soit adéquat au réel, mais il faut que la doctrine produite ait une valeur sotériologique. En d'autres termes, il faut que les paroles dites, les pratiques effectuées, vous fassent avancer sur le chemin menant au salut. Vous voyez, sinon on parle dans le vide, ça sert à rien, et c'est même peut-être pire parce que ça continue à nous enchaîner, quoi. Donc, ah là 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 là. Donc, valeur vers le salut, valeur sotériologique. Ça, c'est le premier aspect de cette idée d'adéquation. Mais il y a un deuxième aspect, et qui est lui aussi vraiment très important, il faut l'ajouter. C'est que pour un bouddhiste, ce serait vraiment très pénible d'avoir un système qui est logique, qui est cohérent, c'est-à-dire qui ne crée pas d'incohérence entre les trois axiomes, qui vous mène au salut, mais qui ne serait pas conforme aux paroles de Bouddha. Vous voyez, ça serait vraiment une vraie difficulté. Et c'est d'ailleurs une des sources de tension entre le bouddhisme tibétain et le Bön. Vous voyez, je ne sais pas si vous connaissez le Bön, c'était la religion qui précédait le bouddhisme avant son arrivée au Tibet. Aujourd'hui, cette religion il est difficile de la distinguer du bouddhisme tibétain, surtout dans sa version Nyingmapa. Ça te dira peut-être, vous serez éclairé sur tous ces termes un peu plus loin, j'espère. Mais en gros, on aurait comme deux doctrines qui ont été professées, mais l'une a été, et qui sont similaires, qui mènent à un salut qui est pensé de la même façon, mais l'une a été professée pas par le Bouddha Shakyamuni, par un autre. Problème. Donc il faut une conformité aux paroles de Bouddha. À la limite, en fait, on pourrait même se dire, et ça a été posé, qu'il y a une identité entre ces deux points. Donc vous voyez, entre le point... Il faut que ça ait une valeur sotériologique et il faut que ce soit conforme aux paroles de Bouddha. Si vous envisagez une identité, vous dites toutes les paroles du Bouddha ont une valeur sotériologique, donc elles vous aident, et tout ce qui vous aide est en fait parole de Bouddha. Certains l'ont dit. Vous risquez d'intégrer énormément de choses et puis après, il faudra mettre de l'ordre. Par contre, si vous faites une différence là-dedans, entre ces deux versions de l'adéquation, vous risquez de vous exposer à une lecture un peu plus rigide de ce que le Bouddha a dit et qui laisserait à l'extérieur des moyens ou des doctrines utiles vers le salut. Donc à nouveau, il y a une tension là qu'il faudra prendre en charge et que les bouddhistes tâchent de prendre en charge. Alors en fait, ce point ici de conformité par rapport aux paroles du Bouddha, il est vraiment complexe et en plus il nous permet d'introduire quand même quelque chose qu'on a des fois du mal à saisir, qui est le rapport à la tradition.
Il y a une forme de rapport dynamique qu'il faut avoir avec la tradition, c'est-à-dire à la fois elle est ce dans quoi on s'inscrit et qui nous permet, lorsqu'on l'intègre, lorsqu'on la réalise et lorsqu'on la transforme aussi, de réellement obtenir les fruits postulés par cette tradition. Mais en même temps, si la tradition devient un carcan, si elle devient rigide, si elle devient un ensemble de trucs qu'on répète comme des perroquets, ben c'est précisément là que l'obstacle se trouve. Vous voyez, et les bouddhistes en étaient tout à fait conscients. Seulement, il faut voir que pour nous, ce rapport à la tradition, il est doublement complexe. Je vais m'expliquer. Au Tibet, on n'étudie pas les paroles de Bouddha. Vous voyez, là, j'intègre progressivement mon troisième terme qui est système bouddhiste, mais puis tibétain. C'est quoi la spécificité de cet aspect tibétain? Au Tibet, on n'étudie pas les paroles du Bouddha. Les paroles du Bouddha, c'est ce qu'on appelle les sutras, c'est le même terme que les sutras brahmaniques, vous voyez, les Yoga Sutras, etc., mais ils ne l'utilisent pas de la même façon. Pour les bouddhistes, ce sont les paroles du Bouddha qui sont recueillies dans les sutras. On étudie au Tibet prioritairement ce qu'on appelle les shastras. Alors, allons-y, parce que c'est quand même important que vous voyez une fois ça. Donc, on a les sutras. Paroles de Bouddha. Et puis, on a les shastras. Les shastras, qu'est-ce que c'est? En fait, ce sont des commentaires sur... c'est ce qu'on appellerait, nous, les textes canoniques. Vous voyez, c'est un peu les pères de l'Église qui ont produit les shastras, quoi. Enfin, en gros, c'est ça, c'est les grands traités indiens. Ensuite, vous avez les commentaires indiens de ces traités. Et puis, vous avez les commentaires tibétains des commentaires indiens des shastras. Alors, ça se complique, hein? Mais ce n'est pas tout, parce que, en fait, vous avez un certain accès aux commentaires tibétains, et cet accès prioritaire, c'est votre enseignant. Votre enseignant qui appartient à une certaine lignée, à un certain monastère, etc. Donc vous avez votre enseignant qui vous transmet sa lecture ou son commentaire des commentaires tibétains sur les commentaires indiens, des shastras qui eux-mêmes sont censés systématiser la parole du Bouddha. Donc c'est une espèce de couche en millefeuille, vous voyez, il y en a des choix et des interprétations derrière la moindre parole d'un enseignant, quoi. Et j'ajoute un dernier point parce qu'il nous concerne, parce que nous, enfin moi, je ne sais pas, peut-être que parmi vous il y en a, mais moi je ne suis pas tibétain, je ne suis pas dans cette tradition, je ne suis même pas bouddhiste en fait pour tout dire, mais au début, mes premiers rapports avec le bouddhisme se faisaient via des interprètes occidentaux qui avaient eu des contacts avec certains enseignants qui leur avaient donné donc un accès à certains commentaires tibétains. Donc vous voyez comment le prisme, nous on est à cette pointe-là, et notre prisme il est vraiment très très étroit, et il ne faudrait pas qu'on soit biaisé, il ne faudrait pas qu'on ignore qu'il y a vraiment un effet de vision là-dedans, et qu'il faut penser à élargir ça en intégrant toutes ces couches. Donc ici, je mets en fait le monde moderne, parce que dire les occidentaux, ça ne fonctionnerait pas, parce qu'il y a des très bons exégètes académiques japonais, chinois, etc. Mais vous voyez que c'est la perspective académique sur certains enseignements, etc. Alors si je devais donner un exemple de ce truc-là, un exemple très concret, parce que je suis sûr que ceux qui ont eu un rapport au bouddhisme et qui l'ont un petit peu approfondi, ils ont dû rencontrer ce type de littérature. On a les sutras. Le shastra, je vais prendre le plus classique d'entre les classiques, celui écrit par Nagarjuna, ça dit quelque chose peut-être à certains d'entre vous. Donc penseur indien, et qui, le nom de ce traité s'appelle Mula Madhyamaka Karika, donc ça veut dire les stances
du milieu radical, quoi, du milieu par excellence. Ce traité, il a été commenté un certain nombre de fois par des Indiens, et je vais en citer 3, parce que c'est trois commentaires qui vont structurer l'interprétation de ce texte initial qui traite de la vacuité, comme ça le terme est lâché. Vous avez un commentaire par un auteur qui s'appelle Bhava Viveka, peu importe, un autre commentaire par Buddha Palita, peu importe, et puis un autre petit bonhomme qui s'appelle Chandrakirti et qui suit la veine ouverte par Buddha Palita. Donc ici, je mettrai Chandrakirti. Chandrakirti a été commenté par Tsongkhapa, qui est peut-être le plus grand philosophe tibétain, et Tsongkhapa est celui qui est le plus connu en Occident, parce qu'en fait, il a donné naissance rétrospectivement à l'école Gelugpa, et c'est l'école Gelugpa qui était politiquement la plus puissante, la plus influente, et c'est la première avec laquelle les Occidentaux, donc c'est-à-dire les Californiens des années 60, sont entrés en contact, et ce sont d'abord des commentaires de Tsongkhapa sur une interprétation très particulière du texte de Nagarjuna qui ont été fournis et qui ont donné notre vision de le bouddhisme, c'est ça. Vous voyez, ce que je suis en train de faire, en fait, c'est de vous déplier toute la genèse de notre rencontre avec la pensée tibétaine pour bien vous faire prendre conscience qu'elle ne se résume pas à la vacuité, et elle ne se résume même pas à l'interprétation de la vacuité qui a pu être élaborée pendant un certain temps. Ça va? C'est pas trop... Alors, il y a beaucoup de noms en A, etc. Je suis désolé, j'aurais dû venir avec des PowerPoint et tout, mais bon, voilà. Si je reviens à ma pensée systématique, en fait, on voit que le défi d'une pensée systématique, c'est que, elle doit être exhaustive, et principalement dans le bouddhisme, parce que le bouddhisme est censé mener à l'omniscience. Donc, il faut que votre pensée systématique, elle puisse rendre compte de tout. Donc, ça veut dire que, d'un côté, elle ne peut pas se renfermer en elle-même, vous voyez, elle ne peut pas devenir un cadre rigide, une fois pour toutes, parce qu'alors elle laisserait en dehors d'elle un certain nombre de positions, elle serait excluante. C'est, si vous voulez, le risque de la sclérose dogmatique, quoi, un petit peu. Mais d'un autre côté, elle ne peut pas lâcher ce qui fait sa spécificité, parce que sinon, elle se dilue. Vous voyez, on ne voit plus vraiment quelle est la spécificité du bouddhisme ou de cette pensée systématique là-dedans. Et là, on entre dans cette espèce de risque relativiste que je mentionnais au début, quoi. Donc, toute pensée qui se veut systématique doit être vivante. Doit être vivante, c'est comme un organisme, il doit évoluer, quoi. Et la manière dont, ou plutôt les modalités de cette évolution, c'est une constante mise en ordre des nouvelles pratiques qui naissent à la rencontre d'imaginaires qui sont eux-mêmes le fruit de nouvelles conditions socio-historiques. Donc en gros, le bouddhisme, il est né à un endroit très particulier, il a développé le cœur de sa pratique là, et puis il s'est étendu, il a rencontré d'autres contextes, et il a fallu soit de crever, soit de les intégrer. C'est toujours la même chose. Et nous sommes ici, c'est pour ça que j'ai tenu à mettre le monde moderne, le dernier de ces contextes, et c'est la raison pour... Et nous avons un imaginaire qui n'est pas un imaginaire tibétain, et c'est la raison pour laquelle, si on veut que la pensée bouddhiste continue, en tout cas s'ils veulent qu'elle continue, il leur faut développer, faire évoluer leur système au point où il intègre notre imaginaire et où il est capable de proposer des pratiques cohérentes avec ce nouvel imaginaire. Vous voyez, je saute directement à ma conclusion, en fait, parce que je crois que c'est très important de garder ça en tête. Bon, alors ici, ce qu'il faudrait faire, vous voyez, c'est une espèce d'étude systématique qui mettrait en parallèle les conditions socio-historiques,
les imaginaires particuliers, donc les représentations qui dépendent de ces conditions, et puis les pratiques liées à ces représentations. Il faudrait le faire, mais vraiment de manière hyper systématique. Ici, ce n'est pas possible. Je vais néanmoins vous proposer quelque chose comme une espèce de carottage vite fait, quoi. Mais on va partir du lieu de naissance du bouddhisme. Du Magadha. Donc le Magadha, c'est une région qui se situe dans le nord-est de l'Inde actuelle, le Bengale, quelque chose comme ça, donc qui n'est pas du tout l'Inde de l'Indus, en fait, qui serait qui s'étendait au Pakistan, à l'Afghanistan, etc. Non, c'est pas du tout cette partie-là, c'est vraiment vers l'Est. Et dans cette ère où est né le bouddhisme, une croyance est partagée, qui n'était pas partagée ailleurs, c'est la croyance dans le cycle karmique. Donc on partage un même imaginaire. La croyance dans le cycle karmique, c'est dans le Magadha. Mais il y a des doctrines qui s'opposent. C'est-à-dire qu'elles adhèrent au même imaginaire, mais néanmoins, elles développent des méthodes différentes pour trouver le salut, et elles font reposer ces méthodes sur une interprétation de qu'est-ce qui engendre les effets karmiques. Ici, je vais, pour poser les choses, opposer caricaturalement le jaïnisme et le bouddhisme. Le jaïnisme est une religion qui est née dans le Grand Magadha, donc dans cet environnement caractérisé par la croyance dans le cycle karmique, qui est encore vivante aujourd'hui, bien que très amenuisée. Je ne sais pas si vous voyez, les Jains, ce sont ces pratiquants qui sont habillés tout en blanc, avec un voile devant la bouche pour ne pas avaler les petites bêtes, qui balayent devant eux, vous voyez, donc qui portent très haut la non-violence, l'ahimsa, la valeur de non-violence. Alors, je l'ai dit, même imaginaire, mais doctrines différentes. Enfin, disons méthodes différentes. Qu'est-ce qui a un effet karmique? Pour un jain, tout. C'est bien simple. Donc en gros, vous avez une activité mentale et vous avez une activité physique, même pas intentionnelle, c'est pas grave. Ça a un effet karmique. Ça vous enferme. C'est la raison pour laquelle ils ne veulent pas écraser des petites bestioles, vous voyez, même s'ils n'ont pas fait exprès. C'est pas grave. Ça a un effet karmique. Conséquence immédiate sur la pratique de cette représentation, ça aura un effet aussi, ça. Conséquence immédiate sur la pratique, eh bien, on avance sur le chemin lorsque on s'immobilise de plus en plus. Au point que l'éveil, en fait, pourrait s'assimiler à la mort par inanition. Ça s'est vu. Donc on ne bouge plus, on arrête de manger, enfin vous voyez, on arrête toutes les facultés mentales et physiques, et ceci, c'est l'éveil. Pour les bouddhistes, c'est pas comme ça. Pour les bouddhistes, ce qui a un effet karmique, c'est l'intention qui préside à l'acte. Donc c'est pas du tout la même chose. En gros, pour un bouddhiste, si vous n'avez pas fait exprès, si vous n'avez vraiment pas fait exprès, c'est-à-dire que si vous n'avez pas eu l'intention de faire du mal à quelqu'un, ça ne va pas s'enraciner dans votre conscience profonde, enfin je ne sais pas comment l'exprimer parce que ça me ferait mobiliser d'autres notions, et donc ça ne déploiera pas ses effets plus tard. Mais par contre, si vous avez une intention mauvaise, vous allez éprouver des fruits, ça va fructifier, mais ces fruits seront amers. Et des fois, ils seront sans proportion avec l'intention initiale. Hein. Enfin, je veux dire, on peut avoir une intention mauvaise à un moment, et puis 1000 vies plus tard, c'est catastrophique. Vous voyez ce genre de choses. Si vous avez une intention bonne, eh ben, alors vous allez pouvoir goûter de doux fruits sucrés ensuite. Donc, l'objectif, une fois qu'on a dit ça, c'est de maîtriser le mental, puisque c'est l'intention, donc le mental. Il faut maîtriser le mental. C'est-à-dire que tous les exercices pratiqués par les Jains, mais il n'y avait pas que à l'époque, qui s'appellent des Nirodha, Nirodha, qui littéralement veulent dire cessation. Vous voyez bien l'idée, on arrête tout. Ce ne sont pas des exercices qui intègrent le postulat initial
du bouddhisme originel du Magadha. Et c'est marrant parce que si vous lisez la littérature ou les différents textes qui nous narrent la nuit dans laquelle le Bouddha est devenu le Bouddha, vous voyez, il va se mettre sous l'arbre et puis il prend la terre à témoin qu'il ne se lèvera pas avant d'être devenu le Bouddha, etc. En fait, vous voyez, c'est une littérature qui nous montre quelles sont les différentes phases que le Bouddha suit durant toute cette nuit. Et ces phases sont au nombre de 8. Donc vous avez 4 dhyānas, ce qu'on appelle les dhyānas, donc ce sont des états de conscience. Ça donnera le chan, le zen, etc. 4 dhyānas, puis 4, ce qu'on appelle samapati, mais qui sont en fait des variations autour de cette cessation. Voyez, et puis le Bouddha, vous voyez, c'est 4 et puis 4, et puis il en a 8, et il revient à 1. Il revient au premier dhyāna, et puis il remonte au 4e, et c'est là qu'il se libère. Donc en gros, la libération, la pratique de la libération, il y a des gens qui tiennent à ça assez fortement encore aujourd'hui, et même dans le milieu académique, la pratique de la libération, elle se situe uniquement dans ces 4 dhyānas. Et c'est dans le 4e que vous pouvez obtenir la libération en une nuit, si vous êtes fort. On dit que le Bouddha est rentré dans le premier dhyāna quasi par chance, en se souvenant d'un souvenir agréable de son enfance. Vous voyez, c'était sa porte d'entrée, et puis boum, à partir de là, il a commencé à creuser, quoi. Donc, même imaginaire, méthode change. Ça, c'était pour le Magadha, donc cette petite portion du nord-est de l'Inde. Mais il se trouve que les rois du Magadha, et ce sont des rois très importants qui sont devenus des empereurs, en fait, ont étendu, donc ils partaient de... C'est leur point de départ, si vous voulez, la capitale est Pataliputra, et ils étendent ça en un gigantesque empire qui sera l'empire Maurya. L'empire Maurya, dont la grande figure est Ashoka. Vous avez peut-être déjà entendu parler d'Ashoka. Si vous avez des roupies indiennes, vous voyez, il y a un pilier qui est des fois représenté dessus avec un lion, etc. Ben, tout ça, c'est le pilier d'Ashoka. Enfin, vous voyez, c'est la grande figure politique ou politico-religieuse en Inde. Donc vous avez l'empire Maurya, et là, le bouddhisme rencontre vraiment des conditions socio-historiques et un imaginaire différent. Et ça va être sa première mue forcée. Et c'est la longue, compliquée, mais néanmoins passionnante histoire des relations entre le brahmanisme et le bouddhisme. En fait, même avant d'arriver au brahmanisme, je pourrais vous dire qu'il y a un autre contexte culturel rencontré par le bouddhisme lors de son expansion au sein de ces gigantesques empires d'Ashoka, parce que Ashoka s'est converti au bouddhisme. C'est la raison pour laquelle, vous voyez, une religion a toujours besoin quand même de son Constantin pour devenir quelque chose qui dure. Ils ont rencontré, ils ont atteint les royaumes helléniques. Donc là où les anciennes satrapies de Perse qui avaient été conquises par Alexandre le Grand et préservées par ses héritiers, qui donc étaient au fait de la pensée grecque, qui faisait tenir des débats à la cour, etc. Là, il y a eu des rencontres entre moines bouddhistes et rois ou penseurs de type hellénique. Ça, c'est dans le nord-ouest du Pakistan, et ça a donné lieu à un art qui est tout à fait particulier, qu'on appelle l'art du Gandhara, qui est assez splendide. Enfin, vous voyez, là, il y a une rencontre qui est très curieuse, qui est très importante, et certains pensent même, alors c'est controversé, parce que vous voyez, dès que vous dites ça, on vous soupçonne de néocolonialisme ou ce genre de choses, mais certains pensent même que en fait, c'est l'exigence de devoir se défendre au sein des débats dans les cours royales helléniques qui a forcé les moines à faire des listes d'éléments pour pouvoir être retenus, et d'éléments qui étaient présentés dans les discours du Bouddha. Ça leur permettait, c'était listes mnémotechniques, vous voyez, donc on retenait tous les éléments et ça nous aidait dans un débat oral. Et puis progressivement, une fois que vous avez les listes sous les yeux, vous n'êtes pas loin de l'esprit de système et vous commencez à jouer avec, quoi. Donc, toute la littérature qu'on appelle la littérature abhidharmique, donc de l'abhidharma, serait née au contact des royaumes helléniques. Mais à nouveau, c'est controversé. Il y a les Grecs, donc, et puis et les autres, et puis il y a les Brahmanes.
Alors, il faut quand même dire un petit mot des brahmanes, parce que bon, déjà, eux, ils ont perdu une partie de leur fonction avec l'interdiction faite par Ashoka du sacrifice. On ne peut plus faire de sacrifice d'animaux, de sacrifice vivant. Or, le rôle de Brahman, c'est le rituel, quoi. Vous voyez, il est là pour entretenir la bonne marche du monde, et il le fait à l'aide de sacrifices. Ça s'enracine dans la pensée védique, et l'acte fondateur de la pensée, enfin l'acte pensé principalement par la pensée védique, c'est l'acte de sacrifice. Que faire? Eh bien, les brahmanes, qui sont des gens pleins de ressources, se sont réinventés en conseillers du pouvoir. Donc ils ont voulu... leur objectif, en fait, c'est pas le prosélytisme. À la limite, ils s'en foutent, les brahmanes, de ce que vous croyez. Ils s'en foutent. Tout ce qu'ils veulent, c'est vous convaincre que leurs normes sont les meilleures. C'est-à-dire, et évidemment, les normes des brahmanes les placent au sommet. Il y a d'autres entités politiques qui, aujourd'hui, ont aussi très bien compris qui maîtrisent les normes, maîtrisent les cadres de discussion, et en fait, a les rênes du pouvoir, quoi. Mais les brahmanes, ils font un petit peu ça, quoi. Donc, ils ont une vision hiérarchique de la société, chacun est à sa juste place, et ils ont une langue qui est le sanskrit, et qui est une langue c'est pas une langue vernaculaire, donc ça veut dire que c'est pas une langue du quotidien, etc. C'est une langue confectionnée de toutes pièces, et qui devient la langue des échanges intellectuels, de la poésie, etc. Ce qui s'est passé dans la rencontre entre brahmanes et bouddhistes, c'est que vous voyez, les brahmanes, ils ont une idée très très claire de ce que doit être la société. Les bouddhistes, pas du tout. Mais alors là, vraiment pas du tout. D'ailleurs, leur objectif, c'est quand même de se barrer un petit peu de tout ce lieu de souffrance. Donc, ils se sont retrouvés face à des gens qui étaient très structurés intellectuellement, et qui avaient juste une vision de la société, et qui pouvaient donner des conseils au roi pour qu'il puisse se maintenir au pouvoir, pour qu'il puisse bien gérer son patrimoine, etc. Et là, les bouddhistes ont dû à un moment commencer à rétorquer, à discuter avec eux, sauf qu'ils l'ont fait en adoptant le cadre de pensée brahmanique. Et là, vous voyez, il s'opère, malgré eux, quelque chose comme l'obligation de devoir réformer la doctrine pour répondre à ce nouveau défi. Typiquement, si vous voulez expliquer les différences dans la société, ce que les bouddhistes, ils ne visaient pas à le faire, mais s'il fallait le faire, ils l'auraient expliqué à l'aide du karma. Ok, mais dès que vous le faites, vous attestez les différences dans la société. Vous voyez, pour pouvoir nier quelque chose, vous devez d'abord le poser, quoi. Et c'est tout ce que les brahmanes demandent. Voilà, ils sont contents. Cette interaction, j'ai dit, elle a été très très riche, et elle a transformé les deux. Il faut bien voir ça. Un produit typique de la transformation que les brahmanes ont subie au contact du bouddhisme, mais aussi d'autres doctrines, évidemment. Ici, je grossis les traits. C'est la Bhagavad Gita. La Bhagavad Gita, donc le chant du bienheureux, qui est l'épisode le plus fameux de cette grande épopée qu'est le Mahabharata. Dans la Bhagavad Gita, c'est pas l'objectif n'est plus d'atteindre ce que le rituel védique souhaitait atteindre, c'est-à-dire le svarga, donc le ciel. L'objectif, c'est de ne pas être pris dans la logique karmique. En d'autres termes, les brahmanes ont progressivement adopté cette idée de logique karmique. Sauf qu'ils l'ont transformée. Je dirais, ils l'ont même un peu biaisée, à leur avantage. Et ils ont dit, mais évidemment, en fait, ils ont postulé quelque chose comme un soi initial, existant de tout temps, de toute éternité, qui lui n'est jamais atteint par la logique karmique. Donc en gros, quand vous agissez, si vous avez bien en tête que ce n'est pas vous qui agissez, vous en tant que ce soi, etc., mais que c'est simplement les éléments qui vous constituent, alors ils ont une doctrine des éléments, etc., peu importe, eh bien, vous êtes complètement libéré du fruit de vos actions. Mais en plus, vous devez faire ça en agissant de telle sorte que vous effectuez votre devoir qui vous est donné par votre place dans la société.
Typiquement ici, dans la Bhagavad Gita, Arjuna qui est sur le point de se battre ne veut pas se battre, il veut partir, etc. Et on lui dit, mais non, c'est parce que il y a une espèce de voile d'ignorance, simplement ce n'est pas toi qui agis, ce sont tes gunas, et en plus tu dois agir, c'est ton svadharma, donc c'est ton devoir, c'est ton dharma à toi, et tu dois le faire, fût-ce en utilisant la violence. Le discours des brahmanes permet en fait de donner une justification aux violences qui sont quand même présentes dans la société, ce que les bouddhistes étaient incapables de faire. Aller dire à l'empereur ou au roi qu'il doit être gentil, vous voyez, c'est quand même peu utile pour un pouvoir en place. Bon. Un roi, donc, dans la vision brahmanique, un roi qui ne punirait pas quelqu'un qui a fauté accumulerait du mauvais karma. Voilà. C'est très fort, en fait, parce que plutôt que de quitter la société, chacun y reste, et on n'y change rien, puisque la meilleure façon de s'approcher de la libération, du salut, c'est de faire son devoir, mais dans le bon état d'esprit. C'est assez... donc, c'est-à-dire en sachant que le souhait est ultimement inactif. Alors, pour le bouddhisme aussi, les conséquences sont nombreuses. Du point de vue de la pratique, ça permet au bouddhisme de situer sa pratique dans un entre-deux. Vous voyez, il y a d'une part ce refus de l'inactivité totale que prônaient les Jains. Non, ça ne peut pas être ça. Mais d'autre part, il y a le refus de ce soi posé éternellement et qui, selon eux, n'est d'aucune utilité, donc il n'a aucune valeur sotériologique, n'est d'aucune utilité pour atteindre le salut. Ça serait même un obstacle. Donc on en revient à la nécessité de maîtriser le mental. Pour cela, le bouddhisme, alors là je vais faire une petite distinction dans cette rencontre brahmanisme-bouddhisme. La première étape, si je puis dire, pour maîtriser ce mental, c'est sortir de la société, adopter donc le statut de moine, et puis faire des exercices adaptés. Pour vous donner une idée de ce que ça peut donner, j'ai recopié un texte alors du Sri Lanka, mais qui correspond bien à l'état d'esprit que j'essaye d'exemplifier, qui est un texte du 5e siècle de Buddhaghosa, qui vient d'un long recueil qui s'appelle le chemin de la pureté, et où on voit quelles sont les pratiques auxquelles devaient s'astreindre les moines. Et peut-être que ça va même éveiller des choses chez vous, si vous connaissez, je sais que certains connaissent, le stoïcisme ou certaines ascèses chrétiennes. Donc je cite dans le chapitre 3, qui est « Apprentissage d'une pratique », dans la section « Tempérament ». Quelle pratique convient à quel tempérament? C'est ça la question. Donc, vous voyez, vous êtes en dehors de la société, vous minimisez vos interactions, mais là, vous devez commencer à pratiquer pour maîtriser votre mental. Pour ça, vous devez bien vous connaître. On conseille 11 pratiques au voluptueux, les 10 laideurs et la vigilance qui parcourt le corps. Je vais vous dire ce que sont les laideurs après. 8 à l'irritable, les 4 attitudes saintes et les 4 globalités. Une seule au confus et au cérébral. La vigilance à l'inspiration-expiration. Les 6 premières remémorations aux confiants et 4 pratiques aux perspicaces. La remémoration de la mort, la remémoration de l'apaisement, la détermination des 4 éléments et la perception du déplaisant dans l'aliment. Peu importe à la limite ça. Je continue. Toutes les pratiques contrecarrent des défauts et favorisent des qualités. Donc, la logique initiale de la pratique bouddhique à ce moment-là, mais elle va être conservée ensuite, mais il faudra juste la réinterpréter. C'est une logique qu'on pourrait même nommer allopathique. Vous avez un mal que vous identifiez, vous lui donnez son bon médicament. Voilà. C'est aussi simple que ça. Vous vous identifiez comme confus, votre bon médicament, qui correspond à votre tempérament, c'est ça. Et vous luttez pied à pied. C'est une lutte perpétuelle. Alors quand même, parce que les 10 laideurs, c'est interpellant, qu'est-ce qu'il faut faire dans les 10 laideurs ? Il faut contempler, il faut se rendre dans un charnier et contempler des cadavres. Et alors là, vous avez le texte qui poursuit, il y a 10 laideurs inanimés, donc vous voyez cet esprit de liste. Donc et c'est normal, en fait, ce sont des livres qui n'existaient pas sous forme écrite, mais qui visaient à la mémorisation, et on mémorise beaucoup mieux comme ça. Le cadavre gonflé,
Le cadavre marbré de bleu, suppurant, sectionné, dévoré, éparpillé, coupé et éparpillé, sanguinolent, mangé au verre, et enfin les ossements. Donc voilà, vous devez pratiquer ces 10 laideurs parce qu'en fait, vous êtes un voluptueux et vous êtes quand même un peu attaché à vos sens. Et c'est bien que que vous rendiez dans un cimetière contempler des cadavres sous leurs différentes formes. Et je continue. Le corps vivant est aussi laid que le cadavre, mais sa laideur ne se remarque pas, car des ornements adventices la cachent. Il sointe et exude constamment des humeurs, tel un pot de graisse. Une communauté de vers l'habite, il est le royaume des maladies et le support des douleurs. Les écoulements constants des 9 plaies le font ressembler à un gros abcès éclaté. Donc, en gros, pour le voluptueux, il faut vraiment s'imprégner de cette idée-là, et là, votre corps, c'est bon. Et le corps des autres aussi, vous n'allez plus le désirer. Vous voyez ? C'est vraiment ça, cette logique allopathique, et elle mobilise l'imagination, la concentration, etc., parce que ce sont des exercices de concentration et d'attention que tout cela. Oui, je ne pouvais pas m'empêcher de vous citer ça quand même. Le truc, c'est que progressivement, malgré tout, le bouddhisme générera quelque chose comme une nouvelle sensibilité et un nouvel imaginaire qui l'accompagne. Et donc des conseils pratiques. Et des conseils pratiques qui, cette fois, sont destinés aux gens qui vivent dans la société. Parce qu'il faut quand même leur dire quelque chose. Vous voyez, quitte père et mère, oui, bon, d'accord, mais bon, il faut travailler, il faut ce genre de choses, quoi. Et qu'est-ce qu'on fait ? À part être béat devant le Bouddha, est-ce que nous, on est condamnés aux errements ? C'était des questions vraiment difficiles pour le bouddhisme initial, et progressivement, je vous dis, cette nouvelle sensibilité va naître au sein de la communauté. Pas forcément de manière directement structurée, mais progressivement, ça va se structurer. Et rétrospectivement, on appellera ça, ce mouvement, le Mahayana. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de ça. Le Mahayana, littéralement, c'est le grand véhicule. Et le grand véhicule est représentatif de cette nouvelle sensibilité. Par exemple, on peut déjà le voir dans la littérature des Jataka, donc ça veut dire des vies antérieures du Bouddha. Quand on vous présente le Bouddha dans ses vies antérieures, eh bien, des fois, il était, je sais pas moi, il était bouvier, des fois, il avait une autre fonction, des fois, c'était une femme, des fois, c'était un jeune enfant, des fois, c'est ceci. Et vous voyez, dans toutes ces fonctions sociales qui reprennent, en fait, la société en tant que telle, on voit qu'une attitude sainte, morale, qui mène au salut est possible. C'est pas le même imaginaire directement. Pareil avec des nouveaux sutras. Donc on voit l'apparition de nouveaux sutras, donc de nouveaux dits du Bouddha. Vous voyez, les paroles du Bouddha, il en a dites historiquement, et puis il en a redites par la suite, qui sont devenues aussi des paroles du Bouddha. Je pense notamment à un sutra très connu qui s'appelle le Vimalakirti Nirdesha Sutra, donc en gros les enseignements de Vimalakirti. Et Vimalakirti, c'est un laïc, c'est pas un moine, et il est mis en scène dans ses interactions avec les meilleurs des compagnons du Bouddha, les meilleurs des moines, et il gagne à chaque fois dans les débats. Ce qui indique quand même quelque chose. Quelque chose s'est passé. Vous voyez, le point d'équilibre, enfin l'équilibre a changé. Et ça donne lieu, dans ce Mahayana, à de nouvelles notions. Par exemple, l'éveil du... Quand vous étiez un moine, je veux dire avant, ce que vous vouliez atteindre, c'était l'état de ce qu'on appelle Arat. A-R-H-A-T. Dans cet état-là, vous n'êtes pas un Bouddha, mais vous êtes sorti du cycle karmique. Désormais, l'état idéal, c'est l'éveil qu'on appelle parfait et total, et pour l'atteindre, vous devez adopter une autre moralité et d'autres pratiques. Et ça, on peut catégoriser ça sous la figure du bodhisattva. Vous voyez, le bodhisattva, c'est cet être tourné vers l'éveil. En gros, bon, ça fait beaucoup de mots sanscrits au tableau, j'ai pas le courage parce que ça grince. Donc en gros, maintenant, vous avez cette doctrine des différents véhicules qui va être donnée en vue de théoriser et de mettre de l'ordre dans cette effervescence de nouveaux sutras, de nouvelles sensibilités, de nouvelles histoires qu'on raconte, de nouvelles théories.
Je vous donne une version assez classique de ces véhicules. Ils sont au nombre de 3. Vous avez ce qu'on appelle le Shravakayana, donc le véhicule des auditeurs. Donc c'est ceux qui entendent les paroles du Bouddha, puis qui les travaillent et qui atteignent l'état d'Arat. Donc ils sont sortis du cycle karmique, mais le réveil est un petit éveil, si je puis dire. Et puis vous avez l'état, le véhicule plutôt ce qu'on appelle les Pratyeka Bouddhas, donc les Bouddhas isolés. C'est les Bouddhas, ils n'ont pas entendu le Bouddha, mais ils ont réussi à s'éveiller par eux-mêmes, voyez, en mobilisant leur propre force. Légèrement supérieurs aux autres quand même, parce qu'il a fallu mettre des efforts, etc. là-dedans, mais ce n'est toujours pas le parfait et total éveil. Et puis vous avez le Bodhisattvayana, donc ça veut dire le véhicule du Bodhisattva. Et là, votre objectif, je l'ai dit, c'est le nirvana parfait total, enfin l'éveil parfait total, et c'est un nirvana qui est caractérisé comme dynamique, au contraire des autres. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par dynamique? C'est un drôle de terme. En fait, on dit que le nirvana d'avant, il est statique parce que il est muet, il est incapable de s'adresser aux autres, à la société. Vous voyez, il est incapable de s'adapter aux auditeurs pour leur faire passer un message. Alors que si vous avez le parfait éveil, vous êtes cet enseignant parfait. Le Bouddha parfaitement éveillé, c'est en fait l'enseignant parfait. Et pour obtenir ce fruit, donc là on a un nouveau fruit, qui est ce éveil parfait et total, il vous faut un nouveau chemin. Et ce nouveau chemin, c'est celui de la double accumulation. Donc, vous voyez, là, je vous redonne le fruit de l'effort de systématisation qui résulte de cette période où cette nouvelle sensibilité est née. Et cette double accumulation, c'est quoi? En gros, vous devez pratiquer les vertus morales. Et vous voyez que là, les vertus morales sont fondamentales. Avant, tant que vous pratiquiez la concentration, ce genre de choses, et que vous vous absteniez de faire de mauvaises choses, mais voilà, pas de problème, vous pouviez obtenir l'état d'Arat. Maintenant, ce n'est pas suffisant. Maintenant, il faut pratiquer la générosité, il faut pratiquer le courage, il faut pratiquer ce genre de choses. Donc ça, c'est une partie de la pratique. L'autre partie, c'est ce qu'on appelle l'accumulation de la sagesse, de la sagacité, mais en gros, c'est vous devez approfondir votre compréhension de la réalité intrinsèque des choses, qui pour eux est la vacuité. Donc vous devez tenir les deux. Si vous êtes un bodhisattva en vue de l'éveil total, et que vous voulez mener avec vous tous les êtres autour de vous à cet éveil, vous devez accumuler du mérite, et puis accumuler de la sagesse. Puis l'union des deux fera de vous le Bouddha. Le truc, c'est ici, le temps s'allonge, et le temps s'allonge indéfiniment. Vous voyez, on entre dans un autre cadre mental. C'est important de le voir. Ça veut dire qu'une fois que vous avez fait le vœu d'être un bodhisattva, il se passe des millions et des millions d'années, enfin c'est un temps incommensurable, il compte ça en kalpa, j'ai oublié le nombre de dizaines de milliers d'années que ça valait, mais enfin, voilà, vous êtes parti pour un voyage qui est parti. L'univers aussi s'étend, l'univers devient infini, il y a de multiples univers avec de multiples Bouddhas, etc. Donc vous voyez, votre cadre votre représentation littéralement explose. Passons, donc ça c'est là, brahmanisme, j'ai caricaturé en mettant deux étapes, une bouddhisme plutôt ancien, et puis une autre qui est le Mahayana au sein de ce cadre brahmanique. La prochaine étape, c'est le tantrisme. Parce que là, on a un bouddhisme qui est assez classique, en fait. Pour ceux qui sont un petit peu penchés ou intéressés au bouddhisme, le Mahayana, et la manière dont je l'ai présenté, c'est tout ce qu'il y a de plus classique. Et enfin, le bouddhisme avait un outil qui lui permettait d'intégrer les laïcs. Il ne pouvait pas dire grand-chose encore aux politiques, vous voyez, aux gens de pouvoir, mais enfin, ça allait un peu mieux. Avec l'effondrement de l'empire Gupta, en fait, en gros, à un moment, on a un moment où la société se féodalise. Vous voyez, elle était centralisée dans un empire, il s'effondre, et là, boum, c'est que des petits royaumes qui se font la guerre sans arrêt. Enfin, c'est pas du tout la même société, au point qu'on a parlé, pour cette période-là, de l'Inde médiévale. Et ça durera jusqu'au XIIIe siècle.
Donc c'est un monde décentralisé, les régionalismes s'affrontent, des cultes locaux, plein de divinités naissent partout. C'est un monde beaucoup plus violent, un imaginaire beaucoup plus violent parce qu'on cultive les vertus militaires, vous voyez, le courage au combat, l'héroïsme, etc. Et puis, le bouddhisme dans ce monde-là perd certains de ses appuis, des appuis importants. Le bouddhisme était important chez les marchands. Dans un monde féodal où on se fait la guerre partout, les marchands, c'est plus compliqué. Et il subit la concurrence de doctrines qui sont nées du côté du Cachemire et des doctrines qui sont des doctrines shivaïtes. Et les shivaïtes ont produit un ensemble de doctrines qui permettaient d'aider les gens au pouvoir, ces petits roitelets qui se faisaient la guerre, à légitimer leur pouvoir. C'est une forme de système ésotérique. Le tantrisme, je vais essayer de vous décrire une pratique tantrique soft dans les détails après pour que vous voyez la logique. En gros, c'est une métaphore qui est filée partout. Cette métaphore, c'est la suivante. Le pratiquant devient le seigneur, au sens du roi, de son mandala. Vous voyez, quand vous voyez un mandala, donc ce cercle, voilà, vous avez le seigneur au centre, et ce mandala, c'est son environnement, et il doit gagner la maîtrise de son environnement en faisant un ensemble de rituels, etc. Donc ça, c'est la métaphore initiale. Donc vous voyez que la logique est complètement inversée. En gros, on a une représentation politique qui devient le cœur d'une pratique religieuse, ce qui est tout à fait inouï pour le bouddhisme, parce que le bouddhisme va adopter cette manière de voir les choses. Et l'adoptant, il aura enfin quelque chose à dire aux gens au pouvoir. Il aura enfin pallié son manque cruel de rituels. Vous voyez, les gens au pouvoir, ils veulent des rituels pour savoir, pour gagner la guerre, pour gagner les cœurs, que sais-je. Voilà, là, avec le tantrisme donc le bouddhisme ésotérique, il y aura ceci. Mais il faut pas que ça efface tout ce qu'il y a avant. Vous voyez que ici, ce sont des cercles qui s'intègrent les uns dans les autres. Je veux dire, le bouddhisme initial, il a été réinventé là, mais il n'a pas été nié, et il a été encore réinventé dans le bouddhisme tantrique, mais il n'est pas nié, simplement on lui donne un autre sens. Et l'aboutissement, à nouveau, c'est un élargissement de notre système. Je vous ai dit qu'il y avait les trois véhicules, véhicule des auditeurs, véhicule des Bouddhas solitaires, et puis véhicule du Bodhisattva. Et maintenant, dans le véhicule du Bodhisattva, on va faire une distinction. On va dire, mais il y a le véhicule du Bodhisattva qu'on va appeler causal. Parce qu'en fait, vous accumulez, vous voyez, c'est des causes et des effets. Vous accumulez du mérite, et puis vous méditez très fort, et vous avez des instants de lucidité, vous comprenez la nature des choses, et vous accumulez de la sagesse, quoi. Mais ça prend du temps, hein. Déjà c'est compliqué, quoi. Et puis il y a le véhicule qu'on appelle du fruit, et ça sera le véhicule tantrique, qu'on appelle aussi Vajrayana, le véhicule du diamant. Le Vajra, c'est le diamant. Pourquoi on l'appelle le véhicule du fruit? Parce qu'en fait, il va s'agir de mimer l'éveil. Une des pratiques, c'est de mimer l'éveil. C'est comme si vous étiez déjà éveillé. Et vous allez mobiliser votre imagination, etc., pour percevoir votre environnement comme si c'était l'environnement des Bouddhas, quoi. Vous percevez tous les sons comme si c'était des mantras. Vous percevez... Enfin, vous voyez, tout devient vous mimez l'éveil, en fait. Et le mimant, progressivement, donc c'est-à-dire vous mimez le fruit, et progressivement, en fait, vous allez l'accomplir. C'est ça la logique. C'est pas une logique où on lutte pied à pied contre quelque chose comme un médicament comme je vous ai dit, qu'on donnait contre une maladie. Ici, on va mimer l'état de salut, l'état sain, et c'est ça qui va nous rendre sains. C'est aussi une logique qui va... l'idée, c'est de la double accumulation. Elle va aller très très vite. En faisant ça, vous allez gagner un temps fou. Ce qui est bon pour la motivation, parce que évidemment, le temps s'allongeant à l'infini, vous pouvez vite perdre votre motivation sur votre chemin du Bodhisattva. Mais si on vous dit, vous êtes un peu aguerri, je vois que vous avez un talent, vous voyez, parce qu'on n'enseigne pas les pratiques tantriques à tout le monde, hein. Et puis, si vous faites ces pratiques-là, en une vie, vous obtenez l'éveil. C'est-à-dire que vous allez accumuler très très vite. Évidemment, vous sautez dessus. C'est aussi une logique homéopathique.
J'ai dit, il y avait la logique allopathique de l'autre. Ici, c'est une logique homéopathique au sens où le poison, c'est aussi le remède. Donc vos passions, vos émotions, tout ce qui était considéré comme nocif, parce que vous étiez plongé dans le monde et que ça vous maintenait dans ce cycle karmique, c'est ça qui va vous fournir l'énergie, qui va vous permettre d'aller très très vite sur le chemin menant au salut. D'où la réputation sulfureuse du tantrisme. D'ailleurs, c'est un mot anglais, c'est l'époque victorienne très pudibonde qui était à la fois fascinée et dégoûtée par cette doctrine-là tantrique qui mobilisait un imaginaire de sexe et de violence, quoi. Bon, peu importe. Ici, en gros, c'est ça l'idée globale du tantrisme. Mais j'aimerais approfondir un petit peu. Ouais. Donc l'idée centrale, c'est d'opérer quelque chose comme une transmutation, quasi alchimique. Ce qui s'approche le plus du tantrisme, c'est l'alchimie chez nous, l'alchimie médiévale. Et en gros, on va opérer sur le corps afin de court-circuiter, je dirais, la conscience consciente, quoi. Et on va, profitant de ce court-circuit, refaçonner votre existence dans ces différentes dimensions. J'ai dit le corps, mais j'aurais dû spécifier qu'il ne s'agit pas du corps matériel ici, mais de ce qu'ils appellent le corps subtil. C'est un chercheur spécialisé dans le tantrisme a une fois défini ça comme le système nerveux central vu de l'intérieur. Et je trouve que c'est, une fois qu'on essaye de réfléchir à ce que ça peut bien vouloir dire, c'est pas mal, quoi. Et donc le corps subtil, c'est cette espèce de canaux d'énergie qui vous traversent et qui est directement lié à votre état de conscience. Donc en gros, quand vous êtes dans une certaine configuration de votre corps subtil, ben vous dormez. Quand vous êtes dans une autre configuration de votre corps subtil, vous êtes en colère. Quand vous êtes dans une troisième configuration de votre corps subtil, ah ben là, vous commencez à vous concentrer. Donc vous voyez, en fait, c'est une expérience très simple qu'on peut faire, c'est quand vous prêtez attention à quelque chose, votre souffle commence de lui-même à se calmer. Vous voyez, et c'est cette espèce d'association-là qu'ils ont remarqué sur laquelle ils vont jouer, en mobilisant cette métaphysique du corps subtil. Alors, le corps subtil, il se compose de 72 000 canaux, mais en gros, il y en a 3 principaux. Vous avez un central et 2 qui s'enroulent autour de ce canot central. Le canot central, il part du périnée et il va jusqu'au sommet de la tête. Et il passe à travers les nœuds entre ces deux canaux latéraux. Vous voyez qu'ici, toujours, l'idée, c'est il y a des oppositions, et ces oppositions, ultimement, il faut les unifier, quoi. D'où la prégnance de l'imaginaire sexuel. Il y a un canal féminin, un canal masculin, et puis dans l'acte, il y a une unité, et c'est là que vous êtes dans la configuration qui est équivalente à l'éveil. Évidemment, les doctrines New Age ont vu des choses réelles derrière les chakras et les canaux, etc. Et qu'ici, c'est beaucoup plus... J'allais dire c'est plus subtil, oui, mais c'est plus nuancé que ça. Et je ne crois pas qu'ils pensaient que c'était vraiment comme ça que ça fonctionnait. Enfin, je ne sais pas, je ne suis pas assez spécialiste. Pour mettre en œuvre ceci, vous allez accomplir ce qu'on appelle un sadhana. Un sadhana, c'est la pratique tantrique de base. Dans un sadhana, c'est en fait une sorte de guide. Vous avez un petit manuel où vous l'avez appris par cœur grâce à votre maître, et c'est une sorte de guide qui va vous permettre de traverser l'intégralité de la doctrine en une session. Donc il reprend tous les enseignements qui ont été ritualisés dans une session. Et un sadhana, donc non, si vous faites ça, vous êtes déjà censé être assez avancé, hein, vous devez avoir compris le chemin du bodhisattva, etc. Quoi, hein, voilà. Bon, là il y a des disputes évidemment, parce que vous voyez qu'il y a un potentiel risque dans le tantrisme, c'est à qui l'enseigne-t-on, enfin, et là les gens ne sont pas d'accord. Mais dans un sadhana, une fois que vous avez développé votre esprit d'éveil, tourné vers le désir d'aider tous les êtres, de les mener jusqu'à l'éveil, etc., vous entrez dans 2 phases. Une phase qu'on appelle de développement et une phase d'accomplissement. Dans la phase de développement, c'est exactement ce que j'ai dit, vous mobilisez votre imagination pour produire une perception pure, donc c'est-à-dire l'environnement tel que vous le perceviez si vous étiez Bouddha. C'est vraiment un exercice de visualisation et d'imagination.
Mais une fois que vous parvenez à imaginer quelque chose, ça veut dire que vous êtes dans un état propice. Enfin, vous voyez, les deux fonctionnent. Donc on visualise le mandala, un certain nombre de déités en union, etc. Vous maintenez cette visualisation. Vous êtes donc bien concentré. Et dans la phase d'accomplissement, celle où on accumule de la sagesse, vous voyez, la phase de développement, vous accumulez le mérite très très vite, parce que vous êtes une divinité ou limite un bodhisattva dans votre mandala. Et puis dans la phase d'accomplissement, en fait, là vous allez travailler directement sur votre corps subtil. C'est-à-dire quand vous allez transformer progressivement cette espèce de chimie ou d'alchimie corporelle en vue de mener tous les souffles qui parcourent votre corps dans le canal central. Donc eux, ils considèrent que quand les souffles sont dispersés, ça veut dire que votre conscience, elle est portée vers l'extérieur et que vous subissez la dualité sujet-objet. Et quand les souffles sont rassemblés, ça veut dire que vous êtes dans un état de conscience où vous ne subissez plus cette dualité. Vous voyez, c'est ça la cartographie tantrique, si je devais le dire comme ça. Et une fois que vous avez ramené tous ces souffles-là, vous allez faire monter cette énergie à travers le canal central jusqu'au sommet de la tête. Et une fois que vous êtes là, vous éprouvez un certain nombre d'effets comme la joie, différents types de joie, le bonheur, enfin vous voyez. Mais l'idée, c'est quand même de mimer la chimie corporelle du Bouddha en éveil, quoi. Vous avez dit qu'on rentrerait un petit peu dans le tantrisme, parce que je trouve que c'est important que vous sachiez ça, parce que le tantrisme, on le fantasme tant et plus. Et c'est d'autant plus important que vous sachiez ça que le bouddhisme qui est au Tibet, j'en viens seulement à ça, je suis vraiment désolé, c'est le bouddhisme tantrique. Donc le bouddhisme mainstream, comme on dit dans ce... Enfin bref, j'aurais jamais dû utiliser ce mot-là, c'est le bouddhisme tantrique. Et il y a une raison à ça. Le bouddhisme tantrique, vous voyez qu'il est notre dernier rejeton de l'Inde. Il a subi les changements de conditions socio-historiques de l'Inde. Le bouddhisme a su survivre en produisant le bouddhisme tantrique. Il peut enfin répondre et être un outil pour les puissants, mais en fait c'est déjà trop tard pour lui. Les invasions mogholes vont arriver. Le bouddhisme est à cette époque très centralisé, donc ça veut dire que c'est des immenses universités, l'université de Nalanda, c'est Vikramashila, j'ai oublié le nom de l'autre, mais vous voyez, on comptait jusqu'à 10 000 moines qui étaient les plus grands établissements au monde à ce moment-là. Et le problème d'une institution qui est très centralisée, c'est que si vous la décapitez, le reste meurt, s'étiole. Et c'est ce qui s'est passé avec les invasions mogholes. Mais avant ces invasions, le bouddhisme a été au Tibet. J'en arrive donc au Tibet. J'ai 5 minutes. Ça va. Alors, je voulais en fait vous parler de 2 pratiques particulières, parce que vous voyez, à chaque fois, j'ai essayé vraiment de tenir mon cahier des charges et de lier des conditions socio-historiques, un imaginaire et des pratiques, en vous montrant qu'à chaque fois, il fallait intégrer ce qui précédait et pas le renier. Ici, au Tibet, je voulais parler de deux choses, et je vais simplement vous les mentionner. Une chose qui est une pratique qu'on appelle la doxographie. Dans la doxographie, c'est en gros, les Tibétains, ils ont hérité de tout ce qui s'est fait en Inde. Littérature gigantesque, monstrueuse. Ils ont traduit ça en un temps record. Enfin, c'est vraiment remarquable. Et il a fallu mettre de l'ordre à nouveau. C'est toujours la même chose. Il faut mettre de l'ordre. Et dans cette mise en ordre, il y a quelques grandes options herméneutiques. Donc des grandes options d'interprétation de c'est quoi la vraie intention du Bouddha derrière ça. Et ces deux grandes options, il y a 2 grandes options herméneutiques qui se sont affrontées et qui sont vraiment dans la psyché des Tibétains. C'est en gros l'option chinoise et l'option indienne. Là, le lieu d'affrontement de ces 2 grandes options, là aussi c'est un topos parmi les Tibétains, c'est le monastère de Samye. Au monastère de Samye, au 8e siècle, 792-794, le roi bouddhiste de l'époque, Trisong Detsen, a invité un certain nombre de gens pour discuter de c'est quoi la bonne doctrine et puis maintenant qu'est-ce qu'on va faire, laquelle on choisit. Et s'affrontent deux options de vision
plusieurs en fait, parce qu'il y a les tantrikas qui sont dedans, etc., mais plusieurs visions du bouddhisme. Le débat de Samye, c'est vraiment, il y a eu des meurtres, des émasculations, enfin, vous voyez, il faudrait faire un film avec cette affaire-là, quoi. En gros, il y a l'option indienne. Et l'option indienne, c'est une option dite gradualiste. L'option gradualiste, elle vous dit que dans base chemin fruit, le chemin, il est crucial et il faut l'organiser. Et il s'organise Bonjour, vous arrivez au bon moment. Non, venez, je vous en prie. Il s'organise en suivant la manière dont les différentes doctrines dont on a hérité permettent de comprendre au mieux la réalité, la vérité. Donc, vous pratiquez et puis vous devez comprendre la logique de cette école bouddhiste qui vous dit que la vérité superficielle ou la vérité de surface, c'est ça, mais la vérité absolue, c'est ça. Puis vous vous rendez compte qu'il y a des contradictions. Ah, si vous vous rendez compte qu'il y a des contradictions, ça veut dire que vous êtes intellectuellement et spirituellement mûr pour vous exposer à la doctrine supérieure, qui, elle, va rendre compte de la contradiction de la doctrine inférieure et qui va vous dire, mais non, pas du tout, la vérité de surface, donc c'est la perception inadéquate, c'est ça, et la vérité absolue, c'est ça. Et puis progressivement, vous avez cet étage de doctrine et vous parcourez votre chemin, et plus vous comprenez les doctrines les plus élevées, plus vous vous élevez vous-même. Et puis c'est seulement au bout que vous arrivez à ce fruit qui est la compréhension non conceptuelle de la réalité intrinsèque des choses. Ça, c'est la version indienne. Dans la version chinoise, en gros, il est tout à fait incohérent de dire qu'une pensée conceptuelle peut saisir ou peut espérer saisir une compréhension non conceptuelle de la nature intrinsèque des choses. Vous voyez, c'est une espèce de contradiction, quoi. Si vous êtes dans la logique des moyens, vous oubliez la fin. Donc vous voyez que eux, ils seraient prêts à zapper tout le chemin pour identifier base et fruit. Et d'où le fait qu'ils ont été nommés subitistes. Parce que vous n'avez pas besoin de vous encombrer de toute la moralité du bodhisattva. C'est pour les faibles, c'est pour les sots. Vous n'avez pas besoin de vous encombrer de toutes ces élucubrations métaphysiques, de tous ces docteurs qui sont en train de se disputer, etc., parce que ça va vous embrouiller. C'est pour les orgueilleux. Vous devez regarder la nature de votre esprit et c'est l'unique chose, l'unique pratique que vous devez faire. Donc vous voyez, c'est quand même des options qui sont diamétralement opposées et qui structurent, là c'est la tension qui est propre au bouddhisme tibétain, qui structure le moteur de la pensée tibétaine. J'ai terminé. Je termine juste sur ça pour vous dire que la tradition veut que les Indiens ont gagné. Donc la vision indienne des choses, la vision gradualiste, a été celle qui a été promulguée, mais que la vision chinoise demeurait ça et là et attendait son moment. Et chez les Tibétains, lorsque vous voulez dénoncer une doctrine qui vous apparaît comme un peu trop hérétique ou un petit peu trop étrangère, comme le Dzogchen ou la Mahamudra, qui sont des doctrines qui ont aujourd'hui beaucoup de succès, vous les appelez des Chinois, vous les appelez des subitistes, parce qu'en fait, ils n'ont pas compris la logique du chemin et ils confondent l'éveil avec le coma éthylique, quoi. Vous voyez, s'il suffit de faire ça, voilà, quoi, c'est un peu facile. Alors ça c'est un type de pratique structurée autour de cette opposition gradualisme-subitisme. Je voulais en arriver à un autre, et même peut-être qu'on pourra une autre fois la pratiquer réellement, c'est la pratique du débat. Et je termine par ça, parce que le bouddhisme tibétain a été très très vivant dans ces querelles pour donner une interprétation systématique de tout l'héritage qu'ils ont reçu, mais aussi pour le mettre dans le cadre de pensée tibétain, qui n'est pas du tout un cadre indien, pas du tout. Et puis à un moment, ça s'est vraiment rigidifié, aussi pour des raisons politiques. Mais les raisons politiques ont engendré une rigidification religieuse, ce qui veut dire qu'on a perdu la tension motrice qui est dans le débat, dans l'échange, dans la justification de son propre système. Et donc il a fallu générer quasi artificiellement cette tension pour pouvoir faire en sorte que l'esprit du disciple
demeure actif dans l'appropriation de la tradition. Et donc est née l'institution des débats. Vous voyez, ces débats tibétains, où, je ne sais pas si vous avez déjà vu, je vous conseille d'aller voir sur Internet ou d'aller voir dans un temple, si vous en connaissez. C'est où ils pratiquent le débat. Donc il y en a un qui est assis et qui défend une position, et les autres qui attaquent en claquant des deux mains devant. Et c'est vraiment une manière d'aiguiser l'intellect en vue de le rendre très très puissant dans l'appropriation du sens profond des textes du bouddhisme. Et ça, c'est la dernière pratique dont je voulais vous parler, qui est elle-même liée, je l'ai dit, aux conditions socio-historiques, et qui produit un imaginaire un peu particulier aussi, parce que c'est quasi un match de foot, quoi. Vous voyez, il y a comme les passions qui sont déchaînées quand on voit un beau débat, parce que ça marque les esprits, etc. Et c'est utile de mobiliser ces passions pour attirer l'attention sur des sujets qui sont extrêmement complexes. Voilà, voilà, j'ai essayé de tenir plus ou moins. Je terminerai par ça, et puis on va discuter maintenant. Voilà. Excusez-moi, j'ai parlé beaucoup, vraiment. Non, c'est parfait, on est bien. Là, on a du temps pour quelques questions. Si quelqu'un souhaite s'exprimer, levez la main, je vous apporte le micro. S'il n'y a personne, on a droit à 5 minutes de plus de conférence. Hein. Il faut que quelqu'un se lance, quoi. C'est toujours la même chose. Voilà. Si, non, c'est pour la caméra, c'est pas pour... J'aime pas les micros. Tout d'abord, merci pour ce brillant exposé pendant lequel j'ai personnellement appris beaucoup. Mais comme il est question d'intention, en fait, quelle est votre intention en faisant c'est de redonner une profondeur historique au bouddhisme et indiquer qu'on a besoin d'intégrer cette profondeur historique si on veut espérer le maintenir vivant. Vous voyez, le risque, c'est soit, et c'est un risque qui existe aujourd'hui, c'est soit d'avoir un repli, je dirais, traditionnaliste, chez certains qui s'estiment les dignes héritiers du bouddhisme, et puis ces occidentaux-là qui viennent, qui s'approprient le truc, ça va pas, et puis ils sont pas dans les rituels, ce qu'ils pratiquent, c'est un bouddhisme qui n'a rien à voir. Et on a le risque inverse, je dirais, c'est une forme d'ignorance du bouddhisme en tant qu'objet spécifique, qui nous fait projeter sur lui tout un tas de trucs et on fait du bouddhisme en fait l'objet de notre désir, et donc il reflète plus notre désir et notre état du monde que la logique de sa doctrine. Donc vous voyez, il y a le repli traditionnaliste et l'ignorance dans laquelle on peut être tenu de nos attentes. Il faut s'interroger sur nous-mêmes. Comment ça se fait que le bouddhisme a tant de succès ? C'est bizarre quand même, ça dit quelque chose de notre monde. Et puis, quel type de bouddhisme est en train de naître ? Parce qu'on n'est pas du tout forcé de dire que ce que les gens appellent le néo-bouddhisme, qui est en fait le bouddhisme occidentalisé, ne soit pas du bouddhisme. Moi, je ne vois aucune raison. Pour autant qu'il soit capable, comme les autres l'ont fait, leurs prédécesseurs, d'intégrer ce qui précède et de lui donner un sens, quoi. Voilà. Donc c'est ça que je veux faire. Je trouve que cette opposition, elle est stérile, elle est même néfaste en fait. Voilà. Et puis c'est passionnant. Quelqu'un d'autre ? Allez-y, vraiment, ça me permettra de... Ah, vous êtes enfermé ? Ah, c'est le cycle karmique, c'est fini. Au revoir. Bon, dépêchez-vous de poser les dernières questions, après on se dépêche de sortir avant que la porte se bloque une dernière fois. Monsieur. Dans votre propos, je suis étonné en tant que bouddhiste Oui. que vous avez très peu parlé de méditation finalement. Oui,
Alors, j'essaie d'en parler par la bande, mais vous voyez que l'effort de contextualisation dans un temps aussi bref mange le développement qu'on peut donner à la méditation. Mais par contre, je crois que c'est important de voir que derrière méditation, on entend des choses très très diverses. Et que, typiquement, je dirais, par exemple, je crois que ce qui a énormément de succès à l'heure actuelle, c'est plutôt la vision subitiste des choses. Si je dois résumer mon propos. Donc c'est aller vite, vous voyez, aller à l'essentiel en fait. Je dis subitiste, c'est aussi Chicxarua, c'est d'un coup quoi. Mais il me semble que la méditation telle que comprise notamment par les partisans du gradualisme indien, et je pense ici à celui qui a été l'acteur dans ce débat de Saint-Mihiel à Kamalashila, et qui dit que en fait il y a deux types de méditation, ce que les Tibétains appellent Chegom et Joggom. Donc en gros il y a la méditation analytique où vous pensez en fait, vous voyez, vous pensez, vous dialoguez avec vous, vous argumentez en vous-même, vous voyez, c'est une pensée qui essaye de se structurer. Et puis une fois que vous arrivez à un moment de compréhension, comme quand on fait une démonstration de maths, vous voyez, il y a le moment où la démonstration, ça fait clic, et vous devez passer à un autre mode de méditation, à un autre type de pratique, et qui vise à incorporer, intérioriser et étendre ce moment de lucidité pour qu'il devienne progressivement identique à votre vie quotidienne. C'est-à-dire, l'objectif, c'est au début, vous vous mettez dans des bonnes conditions pour obtenir ce moment de compréhension et de lucidité, et puis après, quand vous êtes hors méditation, vous devriez continuer à être dans la méditation, vous voyez. Enfin, l'idée, c'est de progressivement étendre ces instants de lucidité-là. Et ça, je crois que c'est important que nous, on garde ça en tête, parce que ça nous donne une plateforme de rencontre avec des pratiques qu'on connaît dans notre tradition. Ici, je pense typiquement à ce que Descartes dit dans les règles pour la direction de l'esprit, où il fait la distinction entre ce qu'il appelle la déductio. Donc en fait, vous passez d'une étape à l'autre en voyant très clairement quel est le lien entre A et B, puis très clairement le lien entre B et C, et puis entre C et D, etc. Et puis vous le faites de plus en plus vite. Et puis à un moment, vous comprenez tous ces liens-là de manière synoptique, c'est-à-dire d'un coup. Et ça, c'est ce qu'il appelle l'intuitus. Et cette opposition-là, que Descartes prônait et qu'il pratiquait pour lui, elle existe tout à fait dans le bouddhisme, sauf qu'on ne peut pas le comprendre si on ne commence pas à déplier la grosse boîte de la méditation où on fourre un petit peu tout. Voyez. Donc voilà, je voulais contextualiser la méditation là-dedans, mais on peut en discuter. Par exemple, aussi sur ça, c'est très intéressant, une pensée comme le Dzogchen, qui est considéré comme par les Nyingmapa, mais c'est aussi les Bön qui considèrent que c'est le sommet en fait du système. C'est le dernier véhicule. Eux, ils ont 9 véhicules, hein, ils n'en ont pas 3. Et c'est le dernier. Et c'est celui qui permet de tenir l'ensemble. Le Dzogchen, c'est typiquement une doctrine qui vise à déconstruire en fait l'idée de méditation. Parce que dès que vous voulez vous mettre dans un état de méditation, en fait, c'est déjà trop tard, quoi. Vous voyez, vous forcez, enfin, vous êtes plus souple. Et moi, je trouve que c'est très intéressant pour nous de dégonfler un peu cette idée de méditation avec cette espèce de protocolarisation où il faut se mettre dans tel état et dans tel état, puis si on n'y est pas, ça ne marchera pas. Et vous voyez, vous commencez à être pris là-dedans. Donc, c'est intéressant d'avoir l'antidote aussi. Voilà. Mais eux, ils diraient plutôt contemplation. Alors, c'est plutôt des doctrines contemplatives. Voilà. C'est plus une question, c'est plutôt une suggestion, et c'est peut-être complètement hors du sujet de ce soir, mais ce qui pourrait être intéressant aussi comme conférence à organiser, c'est qu'est-ce qu'être bouddhiste ? Alors, monsieur va... Bien sûr, oui. Ça m'arrive de temps en temps d'être bouddhiste, mais pas tout le temps. C'est-à-dire que ce dont on n'est pas trop parlé non plus, c'est la vision de l'instant dans le bouddhisme. Oui, c'est-à-dire que la façon dont vous présentez les choses, c'est comme, on dirait, une doctrine avec une façon stable de voir les choses, alors que
il y a une forme de permanente, d'impermanence dans l'enseignement lui-même. Ce qui fait que on ne peut pas s'estimer bouddhiste comme on dirait je suis chrétien à partir du baptême, par exemple. On est bouddhiste dans une pratique quotidienne et dans des modes d'être avec soi et en relation avec notre environnement et avec les autres. Oui. Voilà, donc, c'est difficile de définir le bouddhisme. Qu'est-ce que le bouddhisme de manière figée? Alors, je n'ai pas parlé de l'impermanence en tant que telle, et surtout, j'ai vraiment pas abordé les doctrines qui réfléchissent à l'impermanence, mais j'ai essayé quand même d'indiquer que le système, s'il veut être vivant, il doit être évolutif. Et donc ça rejoint un petit peu ce que vous disiez. Il doit évoluer. Et d'ailleurs, la transmission de la tradition, ce n'est pas une transmission à l'identique, c'est toujours une transmission qui se fait par une réalisation personnelle de ce que la tradition indique. Ce qui veut dire qu'il y aura de légères transformations et de légères évolutions. Voilà. Maintenant, quant à être bouddhiste aujourd'hui, moi je crois que c'est important aussi, quand on aborde ces choses-là, peut-être d'injecter un petit peu de sociologie et de nous dire, mais quelles sont dans la société les personnes les plus intéressées par le bouddhisme? Et pour quelles raisons? C'est intéressant de regarder les choses un petit peu comme ça. Vous voyez? Je veux dire, quel statut, quel capital symbolique, quelle condition sociale fait qu'on est plutôt attiré par le bouddhisme, et pourquoi le bouddhisme plutôt qu'autre chose? Donc, bonne question. Raphaël Liogier, qui est un sociologue des religions et qui a fait sa thèse sur le bouddhisme mondialisé, a pointé que pour lui, son hypothèse de base, c'est que le bouddhisme mondialisé, donc cette espèce de fruit issu d'une rencontre non maîtrisée entre l'Occident et puis l'Orient, enfin les différents Orients, c'était une forme d'idéologie qui nous permettait de vivre dans ce qu'il appelle le moment de déconstruction de l'étatico-national. Donc en gros, nous sommes dans un moment où les États et les nations explosent parce qu'on voit qu'ils sont en interdépendance, vous voyez, l'interdépendance, et nos identités elles-mêmes sont beaucoup plus mouvantes. Vous voyez, on n'est plus l'héritier ou moins l'héritier de telle tradition de village, de tel machin, etc. Enfin, c'est plus comme ça que ça se passe, et donc nos identités sont mouvantes. Et donc ce qu'il appelle l'idéologie derrière ça, c'est ce qu'il la nomme individuo-globalisme. Et en gros, pour lui, c'est l'idée que le cœur de l'individu, lorsque je vais chercher ce qui est de plus profond, mon essence, eh ben, elle est reliée d'une certaine manière à l'essence de l'univers, quoi. Enfin, vous voyez, il y a une espèce de lien direct entre ce que j'ai de plus profond à l'intérieur et de ce qu'il y a de plus vrai à l'extérieur. Et ce lien-là court-circuite toutes nos identités issues de notre famille, issues de notre classe, issues de nos langues, etc. Et pour lui, le bouddhisme permet de mettre en forme cette nouvelle idéologie, raison pour laquelle il a énormément de succès en notre époque. Alors c'est une belle hypothèse quand même, parce qu'on pourrait se dire, est-ce que réellement l'interdépendance telle que les bouddhistes la pensaient, c'est l'interdépendance, ce que nous on appelle la globalisation? Est-ce que ça a un sens? Et puis les effets de la globalisation sur la nature, le fait que désormais ce qui se passe à tel endroit, on en subit les conséquences à tel autre endroit, c'est une autre forme d'interdépendance. Mais c'est pas du tout ça que les bouddhistes ils avaient en tête. D'ailleurs les Tibétains, l'idée de nature, ça ne veut rien dire, vous voyez. La notion de nature, c'est vraiment une notion très très ancrée chez nous, mais qui n'a pas une universalité. Et donc, être au fait de ce genre de choses évite un certain nombre de mauvaises communications interculturelles et nous fait voir qu'on a peut-être besoin du bouddhisme pour penser ce moment-là, parce que ce qu'on avait à disposition, on n'aide pas, mais nous fait voir que ça peut faire violence au bouddhisme préexistant et qu'il va falloir trouver une forme de dialectique avec ce qui préexistait avant, quoi. Alors être bouddhiste, c'est peut-être s'insérer dans cette restructuration d'un nouveau système. C'est peut-être ça. Mais ça. Pardon ? Alors voilà, j'ai pas parlé d'amour et compassion, mais vous voyez, en fait, moi j'ai étudié, pour vous dire, j'ai étudié le bouddhisme dans son rapport à la violence.
Et j'ai été très frappé parce que moi j'allais vers le bouddhisme comme on peut aller vers le bouddhisme quand on a 20 ans, enfin vous voyez. Et progressivement, enfin, est apparue une vision qui était beaucoup plus nuancée et ma naïveté initiale, elle m'est devenue complètement apparente et c'est normal. On ne peut pas attendre d'un mouvement aussi long, aussi vaste, qu'il n'ait pas à un moment dû s'affronter à la difficile question de la violence et donc dû proposer quelque chose. Vous voyez, enfin, il y a vraiment des vrais paradoxes et des vraies contradictions par rapport à la violence dans le bouddhisme, quoi. Enfin, typiquement, nous, notre vision du bouddhisme, c'est la vision du 14e Dalai Lama, donc actuelle. Mais sauf que ça, c'est sa vision à lui. Elle n'est pas, elle est fortement influencée par Gandhi, et donc l'ahimsa, la non-violence. Hein, mais, je veux dire, le 13e Dalai Lama, lui, aller militairement mater un village ou une région, ça ne posait strictement aucun problème. Vous voyez, il n'y voyait aucune contradiction. Parce qu'il y avait la religion et les réalités politiques d'un côté, quoi. Et maintenant, c'est différent. Et c'est normal, je veux dire, cette espèce de produit idéologique qui est issu de la diaspora tibétaine et qui est dû à notre rencontre avec cette diaspora, d'une part, empêche maintenant certains Tibétains de redécouvrir leurs propres racines, vous voyez, ils sont focalisés sur ça, et d'autre part, nous empêche de voir ce que nous désirons vraiment et ce qu'était aussi le bouddhisme avant l'interaction avec lui, quoi. Donc voilà, c'est tous ces enjeux, et je me rends compte que c'est hyper complexe parce que j'essaie de tenir les deux bouts, vous voyez, les pratiques dans ce qu'elles ont de plus concret, et puis les enjeux notionnels derrière, parce que je crois que c'est hyper important, sinon on fait du développement personnel, quoi. Et moi, ça m'intéresse pas trop. Voilà. À nouveau, j'ai encore trop parlé, pardon. Non, on a du temps pour une toute dernière question, si quelqu'un va encore s'exprimer. Personne ? Alors, avant qu'on se quitte et qu'on se dise bonsoir, on peut remercier une dernière fois Alexis Filipucci. Merci à vous. Merci.